Je vous demande d'accueillir Sabrina Awaz et Clément Sénéchal, s'il vous plaît. Eh ben, salut à vous, bienvenue. Merci pour l'accueil. Très chaleureux. Ouais, merci pour l'accueil. Ça fait hyper plaisir d'être avec vous ce soir. Bon, je pense qu'on peut rentrer directement un peu dans le vif du sujet. Je vais vous présenter. Sabrina, toi, du coup, tu es militante décoloniale. Tu participes depuis plusieurs années aux médias indépendants décolonial Parole d'Honneur, présent sur Twitch et YouTube. Et tu as également été une gilet jaune active. Donc, salut à toi. Et Clément, toi, tu es diplômé de sociologie et de philosophie, expert des enjeux climatiques, ancien porte-parole à Greenpeace France, militant écologiste anticapitaliste et auteur de Pourquoi l'écologie perd toujours, qui est disponible au stand de La Régulière. Salut à toi. Alors donc on est aux états généraux du SUM. Derrière ce titre, on a voulu mettre plusieurs choses, plusieurs formes de SUM. Il y a le SUM qui fait consensus dans nos milieux, celui d'être dans une société qui va à l'encontre de celle qu'on aimerait voir advenir, qui nous met des bâtons dans les roues et qui rend nos luttes de plus en plus difficiles à mener, que ce soit par la fascisation des espaces de parole publique, l'impérialisme prégnant de nos politiques, ou plus directement par la répression étatique, un monde du travail violent, etc. Et puis il y a un autre SUM, plus insidieux, dont on aimerait bien parler ce soir aussi, celui de l'inefficacité de nos luttes, des entraves internes aux mouvements qui portent a priori nos revendications. Ça nous met dans une position bizarre, parce que à la fois, on sait que le jeu préféré de la gauche est parfois de se faire des reproches mutuels à coups de guéguerre pour savoir qui seront les meilleurs militants, et c'est parfois ce qui empêche des fronts efficaces d'advenir. À la fois, nos reproches sont souvent justifiés et nécessaires, et on a besoin de critiquer nos pratiques, et surtout, de nous séparer de celles et ceux qui nous empêchent, en prenant l'espace de nos paroles pour les amoindrir. Cette réflexion, elle est au cœur de ton livre, Clément, qui s'appelle donc « Pourquoi l'écologie perd toujours ». Et elle me semble aussi être à l'origine, au moins partiellement, de l'émergence de Parole d'Honneur et de son succès, la volonté de mener une lutte frontale, politique, efficace autour des enjeux décoloniaux, qui rencontre un public avide de concret et de radicalité antiraciste. Donc j'imagine que vous avez plein de raisons d'avoir le SUM. Bon, pour être bien caricatural, un génocide se poursuit depuis 2 ans sous nos yeux, et on vient de passer un été caniculaire, avec pour quasi seule solution politique proposée par des villes l'ouverture des parcs toute la nuit pour dormir au frais. Mais avant d'aborder tout ça, et comme ici on essaie de partir de nos vécus et de nos ressentis pour penser la politique, je voulais commencer par débriefer un peu avec vous de cette journée de mobilisation. Parce que ça faisait 2 mois qu'on l'attendait, ce 10 septembre, alors même s'il est encore peut-être un peu tôt pour un bilan, et qu'on espère encore être qu'au début, quel regard vous portez, vous, chacun, sur la journée qui vient de s'écouler? C'est un peu la première question que je voulais vous poser. Je peux faire une petite précision sur Parole d'Honneur, parce qu'il y a peut-être des gens qui ne connaissent pas. Ouais. Tu as dit que c'était un média autonome, et tu as raison, c'est un média autonome. Et en fait, pour nous, c'est un choix politique de ne pas aller chercher des subventions. C'est un choix, parce qu'on veut que tous nos contenus en fait soient dépendants de notre ligne politique et pas d'autre chose. Et on a bien vu ces 2 dernières années à quel point c'est difficile de tenir une ligne antisioniste, et je dis bien antisioniste. Donc soutenez Parole d'Honneur matériellement et aussi immatériellement, en nous soutenant, en parlant de nous. Soutenez les médias anti-impérialistes, antisionistes, parce que vraiment c'est la ligne la plus difficile à tenir quand on est un média. Carrément, bah merci pour cette précision. Je te laisse réagir sur la journée, Clément. Et puis vas-y en premier. Ouais. Soutenez PDA, je suis d'accord, c'est un très bon média, et je suis d'accord avec le constat que c'est effectivement une ligne qui est très difficile à tenir aujourd'hui. Je salue aussi les discours qui ont été prononcés juste avant, j'ai trouvé vraiment de très grande qualité, et ça faisait du bien à entendre, et merci pour l'invitation. Sur la journée, c'est compliqué d'en discuter sans avoir vraiment le recul. Moi, j'étais à Paris, j'ai circulé un peu entre République, la gare du Nord et le Châtelet. Je pense qu'il y avait une densité légèrement moindre que ce qu'il y avait là, le premier soir de la bataille contre les retraites. Je pense qu'il y avait quand même une effervescence, une électricité dans l'air qui était là. Je sais qu'il y a une AG qui se tient de fin de journée justement à Place des Fêtes, où il y a l'air d'avoir beaucoup de monde. Je reviens. Aujourd'hui, tu pourras en parler. Bon, mais clairement, le constat, c'est qu'il y a une colère ou un somme qui macère très largement sous la surface des choses, qui est lié, à mon avis, au fait que le capitalisme aujourd'hui atteint un stade de contradiction qui devient intenable dans plusieurs dimensions. La première, c'est sur l'action écologique,
On a une extension permanente de la loi du profit alors que la biosphère en périclite. On a aussi une décolonisation formelle qui a eu lieu, mais par ailleurs on maintient des politiques économiques et géopolitiques militaires impérialistes, et on a un racisme d'État en fait qui ne fait que se renforcer. Les contradictions entre des niveaux d'accumulation à la tête de la société qui deviennent complètement délirants pendant que les classes populaires ne cessent en fait de s'appauvrir, et ça a été le cas en permanence sous Emmanuel Macron, ou les contradictions entre les aspirations démocratiques qui sont de plus en plus développées, qui accompagnent le storytelling du progrès et le fait de maintenir la tyrannie dans la sphère de la production. Et tout ça, ça mène à un effondrement aujourd'hui, un effondrement moral des élites qui est très marqué, qui prend plusieurs formes. La première forme, c'est effectivement un racisme qui prend les traits de l'islamophobie, qui est complètement assumé au sein des appareils culturels et médiatiques de l'espace public. Et l'Empire Bolloré, c'est sa mission historique principale, c'est d'introduire du racisme autour de toutes les questions et de toute l'événementialité politique, économique et sociale qui se produit. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est, je pense, et qui est corrélée à ça, c'est les injures outrancières permanentes que subit la France insoumise et la diabolisation constante dont elle fait l'objet, y compris vis-à-vis de ses faux alliés sociodémocrates qui profitent d'elle de temps en temps pour entrer des députés, puis après qui doivent se différencier pour avoir l'air respectable auprès du bloc bourgeois qui distribue les prébendes institutionnelles. Et le troisième point, c'est le fait que les élites en fait ne respectent même plus le cirque institutionnel dont elles sont à l'origine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, maintenant, on gouverne par 49.3. On a des élections qui ne sont même plus respectées, des résultats électoraux qui ne sont plus respectés. Ce qui rejoint d'ailleurs ce que disait Marx. C'est pas sûr que les bourgeois, s'ils perdent les élections, rendent le pouvoir. Et a priori, on en est rendu à ce stade en France. Et c'est le fait de continuer, bon, on l'a vu encore récemment, de continuer à nommer des macronistes malgré la mise en échec de la Macronie au sein du circuit parlementaire avec les motions de censure qui ont été votées et la motion de défiance. Et donc là, il y a un circuit institutionnel qui est verrouillé et qui nécessairement doit donner lieu à l'ouverture d'une voie insurrectionnelle. Et c'est à ça qu'il faut travailler. Et aujourd'hui, elle est strictement légitime. La démocratie aujourd'hui passe nécessairement par l'ouverture d'une voie insurrectionnelle. Et en fait, ce qu'on voit, c'est quand même que la classe dominante a du mal à sauver la situation. Hein. C'est quand même le bricolage permanent. Et donc là, à mon avis, il y a des brèches qui s'ouvrent. Et à la journée du 10 septembre, la journée qu'on vient de passer en témoigne. Après, il faudra voir ce qui se passe le 11, le 12, le 13, le 14 et pas rentrer dans des routines. J'espère que les syndicats qui ont appelé à faire la grève le 18 réussiront, ne serait-ce que déjà d'appeler à la grève générale ou de thématiser la grève générale dans l'espace public. Ça nous changera un petit peu. Et de sortir des routines habituelles. Ouais, c'est vrai qu'en plus... Là, ce mouvement, on n'a pas voulu réitérer l'erreur des Gilets jaunes et donc la gauche s'en est saisie très vite. Donc tout le monde était hyper chaud. Et donc forcément, aujourd'hui, quand ça a lieu par rapport aux attentes, on se questionne, on se demande aussi de quoi va être fait demain. Mais le fait qu'il ait émergé aussi par lui-même, je pense que ça dit déjà des choses de lui. On va voir maintenant quelle forme il prend. Mais je sais pas, toi Sabrina, tu étais à Place des Fêtes du coup. J'étais dans le 19e arrondissement juste avant de venir. Alors on se disait qu'on était 15 000 sur la place. Donc vous imaginez à quel point c'est conséquent. Et c'est un endroit où les gens se sont beaucoup mobilisés pendant les Gilets jaunes d'ailleurs. D'ailleurs j'ai reconnu des Gilets jaunes de Place des Fêtes dans la salle ici. Non, sur la journée d'aujourd'hui, déjà moi, dès que je vois des gens se mobiliser pour foutre la Macronie dehors, déjà je suis contente, première chose. Donc aujourd'hui je suis contente, voilà. En tant que gilet jaune, je suis contente aussi, ex-gilet jaune, de voir que c'est une journée où on s'est dit, collectivement, on s'est dit, bon, faire masse, ça suffit pas, les manifestations, ça ne suffit pas, c'est pas ça qui fait peur à la bourgeoisie raciste, donc on va s'organiser de façon plus malicieuse. Ça, je trouve qu'il y a un potentiel là-dedans. Et surtout, en tant qu'antiraciste, il y a quelque chose quand même à relever. Il y a quelque chose à relever, c'est que 365 jours par an, dans les médias, au gouvernement, dans la bouche des politiques, islam, immigration, migrants, musulmans, toute l'année.
Et le jour de l'année où il y a une mobilisation qui se fait, une mobilisation populaire, en dehors des organisations déjà constituées, ben en fait les gens, ils sortent pas pour foutre les Arabes dehors, pour foutre les musulmans dehors. Ils sortent avec des mots d'ordre, des slogans, des revendications que moi, et je pense vous aussi, parce qu'on a l'air d'être du même camp, sont propres. Après, on peut se dire c'est efficace, pas efficace, il va falloir faire ci, il va falloir faire ça, mais c'est propre. Vous êtes d'accord? C'est propre. Voilà. Et ça, en fait, quand on regarde bien, quand on prend de la hauteur, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou parce que ça veut dire qu'il y a un potentiel que nous, militants, on doit regarder pour se dire on avance à partir de ça. Et qu'en fait, tout n'est pas foutu. Qu'il y a une grande partie de la France, en fait, qui, quand elle se mobilise, le fait en n'ayant pas en tête que le problème c'est les mosquées, que le problème c'est les voiles, que le problème c'est la baya, que le problème c'est tout ça. Ça ne veut pas dire que la situation elle est idyllique. Ça ne veut pas dire que aux prochaines élections le RN ne sera pas encore plus fort, que les idées d'extrême droite elles ne sont pas de plus en plus puissantes. Mais ça veut dire que nous, on a le devoir de regarder ça et de faire avec. Ouais, carrément. Et ça veut dire que les gens qui ont un ras-le-bol, ils passent par des revendications. Parce qu'en plus, on a vu que lors de la lancée du 10 septembre, les mots d'ordre qui ont émergé, avant même que la gauche elle se saisisse de ce mouvement, c'était des mots d'ordre d'égalité sociale, etc. etc. Donc ouais, c'est vraiment important de s'accrocher à ça aussi en tant que militant. Du coup, vu qu'on est aux États généraux du SEUM, ma première question, avant que le 10 septembre soit défini comme date de mobilisation, c'était... Qu'est-ce qui vous fout le seum en cette rentrée 2025, un peu intimement, mais je veux dire à l'intime et politique. Maintenant, à l'époque, on avait lancé Motus, on avait l'air d'être des révolutionnaires en disant ça. Maintenant, c'est plus le cas du tout. Mais quand même, je sais pas, vous dans votre chair, en cette rentrée, qu'est-ce qui vous mobilise, qu'est-ce qui vous active, qu'est-ce qui vous agace, qu'est-ce qui vous énerve, qu'est-ce qui vous fout le seum? Contre quoi? Ouais, tellement de choses, hein. Il faudrait plus d'une heure pour en parler. Moi, c'est vraiment la gauche bourgeoise qui me fout le seum en permanence. Donc, c'est les appareils sociodémocrates, c'est les grandes ONG, c'est les syndicats réformistes, tous ces gens en fait qui graillent sur la cause sans jamais lui donner le moindre débouché politique. Là, j'ai vu qu'il y avait Glucksmann, Olivier Faure, Cécile Duflot pour la société civile. Yannick Jadot, évidemment, l'inénarrable, qui était là à pleurnicher pour essayer de rentrer au gouvernement et faire des coalitions centrales, responsables pour stabiliser le pays avec les macronistes et donc continuer les mêmes politiques économiques et sociales désastreuses. Il y en a quand même qui sont même prêts à aller avec les LR. C'est-à-dire, les LR, aujourd'hui, c'est retaillé, c'est des racistes. Donc, ils en ont, même sur certaines valeurs morales qui brandissent de temps en temps les étendards, ils sont complètement contradictoires. Et donc en fait ces appareils-là, pour moi, c'est vraiment des incubateurs ou des accélérateurs de carrière pour des gens qui n'ont pas le temps pour la lutte des classes. Et ça, ça me fout gravement le seum. J'espère qu'ils vont aller gouverner avec Sébastien Lecornu, comme ça ils disparaîtront une bonne fois pour toutes de l'histoire, et on réglera les comptes en 2027. Voilà. Ouais, c'est vrai que les masques tombent là. Et le pouvoir se gratte. Mais c'est bien parce qu'on va y revenir en plus à cette gauche bourgeoise au fil de la discussion. Et toi, Sabrina, est-ce que tu as un seum dont tu as envie de nous faire part ce soir? Si on fait la liste, on va passer la nuance. Bah ouais, carrément, c'est pour ça. Non, bon, bien sûr, je suis d'accord avec ce que dit Clément, mais moi, je parle aussi en tant que militante décoloniale. Ouais. Donc forcément, nous, ce qui nous fout le seum, moi personnellement, c'est par rapport à la Palestine, c'est... la lâcheté. Quand je dis la lâcheté, c'est le déni volontaire de tout ce mal, la négation volontaire de tout ce mal, les gens qui ne veulent pas, qui n'osent pas dire les termes, qui n'osent pas appeler un chat en ce qui concerne la Palestine, et notamment, par exemple, ceux qui, à gauche, se chient dessus quand il s'agit de dire le mot sionisme, de nommer le sionisme, ou alors de dire antisioniste. Voilà, comme si c'était un gros mot, quoi. Comme si c'était un gros mot. Alors même que Israël assume d'avoir des desseins coloniaux. Israël assume de vouloir faire disparaître le peuple palestinien en tant que tel. Et toi, tu n'assumes pas. C'est-à-dire qu'Israël assume, mais toi, tu n'assumes pas. Donc, oui, c'est ça. Et donc, il y a un problème. Et moi, je le vois parce que parfois, il y a des gens qui viennent me voir, qui me reconnaissent, par exemple, qui viennent me voir et qui me disent ah, dis donc, merci, t'es courageuse. Et ça me questionne, parce que je me dis, mais je ne suis absolument pas courageuse. Je ne suis pas courageuse. C'est le contexte
qui est particulièrement lâche. Parce qu'en vrai, en soi, il n'y a rien de courageux à dire qu'il y a une colonisation quelque part dans le monde et qu'elle doit prendre fin. Il n'y a rien de courageux à ça. Comme il n'y a rien de radical à ça. Donc moi, ce qui me fout le seum, c'est qu'aujourd'hui, ma position, qui est une position de bouffonne, de dire je suis contre la colonisation, ben en fait, ça devient un truc de fou. Où les gens, ils m'arrêtent dans la rue pour me dire bravo. Et ben ça me fout le seum. Voilà. Ouais, et on te comprend. Eh ben ouais, merci pour ça. Et bon après, promis, je vous lâche la grappe avec le seum parce qu'on a compris que c'était le thème, mais juste j'ai fait toutes mes premières questions là-dessus, donc voilà. Non mais c'est pour passer, pour glisser un peu dans la discussion parce que ces dernières années, pour parler un peu de nous aussi, les militants de gauche et plus largement même, dans le militantisme, il y a eu beaucoup de réflexions autour de la joie militante et de cette nouvelle manière de lutter dans la joie, dans l'effervescence et tout. Et en même temps, bah comme on le voit depuis tout à l'heure avec vos réponses et tout, on a énormément de raisons d'être en colère aussi, d'avoir du seum, d'avoir de la colère. Et je sais pas, je voulais vous entendre un peu là-dessus, sur aussi comment vous vous situez par rapport à ça. J'imagine bien que ça peut être des choses aussi complémentaires, hein, mais je sais pas... je trouve que ça a été pas mal. Alors là, ça revient justement avec la Palestine parce qu'il se passe aussi des choses gravissimes sous nos yeux en live depuis 2 ans, etc. Donc en fait, les gens se ressaisissent d'une colère militante. Mais est-ce qu'on se demande presque si la colère, le seum, ça serait moins entendable, ça serait moins mobilisateur, étant donné qu'on a parlé beaucoup de joie ces derniers temps, d'aller danser en manif. Je sais pas si vous voudriez rebondir là-dessus. Qu'est-ce que vous auriez à dire de ça, sur l'articulation avec la lutte? Comment? Il veut pas commencer comme à l'école. À ton tour en même temps peut-être de commencer. Oui, ben pourquoi pas. Ouais. Non, c'était pour te laisser la parole. Hein. C'était pour qu'on alterne. Voilà, l'alternance. Tu connais l'alternance? Ouais, mais après ça va devenir ennuyant si on fait tout le temps sur deux. Ouais. Non, mais je comprends cette question de quels sont les affects en fait qui mobilisent. Parce que moi, voilà, des fois, je me la pose. Je me dis, qu'est-ce qui fait que les gens, ils sortent de leur torpeur, ils sortent de l'inaction, et tout à coup, bah, ils mettent la machine en route, quoi. Je me pose cette question. Et je me suis posé cette question. Alors, si je me réponds à titre personnel, la colère, elle est bien présente. C'est l'essence de la machine, c'est clair. Et je me retrouve dans ce que tu dis par rapport à la joie, mais je pense qu'il ne faut pas confondre la joie et la niaiserie. Tu vois, parce que moi, par exemple, aller danser devant l'Assemblée nationale, pour moi, c'est pas la joie, c'est la niaiserie. Ouais. Ça veut dire, je montre à l'ennemi que, en fait, ma radicalité, elle peut être atomisée, en fait. Tu vois, c'est comme, c'est cabotin, c'est pas la joie. Par contre, la joie de militer, je la ressens. C'est quelque chose qui me tient debout. C'est quelque chose qui me rend vivante. Tu vois, c'est quelque chose à laquelle, personnellement, dans mon âme, dans ma chair, je m'accroche. Et nous, les militants décoloniaux, issus du Parti des indigènes de la République, on a cette notion, on a cette idée d'affect, mais c'est pas la joie, c'est l'amour révolutionnaire. Tu vois, c'est Ouria Boutedja qui a inventé ça, enfin le mot. Et c'est ça en fait, l'amour révolutionnaire, ça veut dire qu'on mise en fait sur la transformation sociale, en se regardant tous bien droit dans les yeux, en se disant la vérité, en allant dans les angles morts aussi de nos propres identités, etc. Et pour moi, cet affect-là de l'amour, vraiment de l'amour, mais vrai amour quoi, pas l'amourette quoi. Le vrai amour, c'est l'affect le plus mobilisateur en fait. Ouais, carrément. Bah, Clément, je sais pas si tu as un truc à dire là-dessus. Moi, j'aime pas la joie. Je rigole. Non, il faut effectivement se faire plaisir un peu dans la lutte, il faut savoir se marrer, surtout qu'en face on a quand même des adversaires extrêmement grotesques, donc c'est bien de se foutre un petit peu de leur gueule, c'est bien d'avoir des moments de liesse collective, donc il faut faire une place à la joie et à ce style d'affect, mais pour moi c'est plutôt l'aspirine de la lutte, la joie, ce qui détermine, en fait ce qui déclenche la lutte, ce qui la maintient, ce qui la mène au bout, c'est beaucoup plus la colère en l'occurrence. Je considère que la colère, c'est vraiment la forme par excellence de l'affect révolutionnaire. Parce que pour moi, c'est la conscience négative du monde qui mène aux aspirations révolutionnaires et c'est ça qui forme la subjectivité politique. C'est-à-dire que quand on se heurte à quelque chose, quand quelque chose nous débecte, quand quelque chose nous dégoûte et qu'on en fait une généralité politique et donc ça finit par nous révolter. Et c'est ça qui doit soutenir à mon sens la révolte. Et donc,
Moi, je suis un peu sceptique, un peu comme toi, je crois, sur la mise en scène ou de la joie performative ou performée, où on finit par dériver dans des spectacles qui sont parfois grotesques. Je pense, par exemple, au meeting de lancement des écologistes, là où les gens... pour moi, c'était absolument ridicule. La boutithérapie. La boutithérapie, voilà, ce genre de choses. Pour moi, c'est assez ridicule. Et surtout, je suis assez fâché contre cet impératif du feel good qui devrait imprégner et imprimer tous nos espaces de lutte, parce que moi, ça ne me parle pas du tout. Et par ailleurs, je pense qu'on arrive à dériver rapidement sur des formes de lissage en fait du discours, parce que si on dit les termes tels qu'ils sont, c'est trop radical, ça va heurter les gens, on supporte plus la conflictualité, on supporte plus la gravité des choses, donc on finit par être désarmé psychiquement, psychologiquement, cognitivement vis-à-vis de la dureté du monde. Et donc je pense qu'il faut refaire de la place à l'affect de la colère. Donc moi je suis ok pour ressentir de la joie parfois dans le travail militant, notamment quand une lutte est victorieuse. À cette occasion, c'est intéressant. Oui, ça fait un mais si je veux me divertir, moi j'habite en Bretagne, je vais à un fest-noz, quoi. Je vais pas dans une lutte révolutionnaire, quoi. Voilà. Ah, il y a des Bretons là. Carrément. Ouais, c'est comme si on finissait par un peu tout mélanger entre ce qui est mobilisateur et ce qui a lieu dans la lutte, en fait, parce qu'évidemment qu'il y a de la joie entre camarades, etc. Mais je crois que c'est Ajari, je sais pas si Norman Ajari disait ça sur Parole d'honneur, qui le piquait à Mario Tronti. Pour être révolutionnaire, il faut haïr, car c'est celui qui est le plus, qui a le mieux compris. J'ai l'impression que c'est vrai que c'est de là qu'elle vient, notre énergie. Puis après, de la joie, on en a aussi les uns les autres. Et pour les autres. Du coup, ensuite, je voulais parler un peu plus du coup de nos luttes et de leurs entraves. Je pense qu'on en a un peu déjà dit, mais on va pouvoir approfondir ça. Notamment ce que je disais en intro de nos ennemis directs et de nos ennemis plus insidieux. Mais j'ai l'impression que c'est quand même important, même si on a l'impression qu'on est entre nous et qu'on sait très bien contre quoi et contre qui on se bat, qu'en fait pour que le combat politique il ait une certaine efficacité, ça nous demande quand même de cibler, et encore plus quand les militants ils sont réprimés comme on l'est aujourd'hui, ça nous demande encore plus de cibler dans nos actions, comme peuvent le faire par exemple des assos qui sont présentes. Et du coup c'était un peu là-dessus ma prochaine question. Pour vous, quels sont nos ennemis directs et vous pouvez aussi partir, encore une fois, de vos cercles de militantisme et tout. Mais comment vous prioriserez le combat politique aujourd'hui, en 2025 Qu'est-ce qu'il faut cibler, contre quoi on se bat et ensuite, on pourra parler un peu plus de ceux qui nous foutent des bâtons dans les roues en portant les mêmes masques que nous, peut-être. Clément, vas-y, je t'envoie parce que c'était Sabrina avant. Hein. Donc nos ennemis directs ou ce qui entrave un petit peu les luttes militantes? Non, moi je dirais d'abord face à quoi on lutte en fait. Comment on priorise la lutte aujourd'hui en 2025? Comment on essaye de militer en ayant une efficacité dans le champ politique, en essayant de faire avancer nos idées? Parce que toi tu parles beaucoup par exemple de l'écologie du spectacle dans ton bouquin et de cette espèce de globalité, de faire des espèces de cases. Alors eux c'est les militants écolos et donc ce qu'ils font c'est des photos devant des glaciers en train de fondre et tout, et en fait ça tu le décris très bien, c'est inefficace pour mener la lutte. Et donc quelle serait ta réflexion à toi par exemple sur comment mieux cibler, mieux prioriser, mieux militer aujourd'hui? Nos ennemis directs, c'est les fachos et les bourgeois, hein, quand même. Faut poser les termes correctement, et on s'inscrit dans la lutte des classes. Les luttes qui sont étrangères à la lutte des classes y participent, mais à leur corps défendant et de la mauvaise manière, à mon avis. Je suis déjà content qu'on parle de militantisme, parce que dans tous les cercles écolos autorisés et installés, il n'y a pas de militants, il n'y a que des experts. Il y a soit des experts, soit la version glamour de l'activiste, du militant qui est l'activiste. Et déjà, cette dénomination, c'est une manière, à mon avis, de reconduire le mépris de classe que nous opposent nos adversaires vis-à-vis des groupes opprimés qui se dressent et qui rentrent dans la lutte politique. Donc déjà, réhabiliter le terme de militant, ça me semble assez important. Après, un des travers, ou ce qui empoisonne beaucoup les luttes, à mon avis, c'est les dynamiques d'embourgeoisement, justement. Et c'est de ça dont il faut se méfier. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on commence à vivre trop confortablement, qu'on devient un professionnel de la cause, qu'on vit trop confortablement vis-à-vis de la cause, on va être amené par glissements successifs à dériver. Moi, j'ai vécu, par exemple, aussi à Greenpeace.
à dériver vers le statu quo, à enraciner la défense de la cause au sein de la bourgeoisie, du jeu institutionnel et de l'ordre établi, à la séparer en fait des groupes populaires petit à petit. Et donc on perd le contact avec les groupes opprimés, donc avec la réalité de la lutte des classes. Toi, tu t'es senti dérivé en étant à Greenpeace, ou tu as l'impression de t'être barré avant que ça soit le cas, ou moi, je me suis senti dérivé. On est agi par les structures sociales dans lesquelles on évolue. Moi, j'étais dans une grande structure professionnelle avec un rôle auquel étaient attribués certains privilèges symboliques par ailleurs, et j'ai été amené à discuter avec des ministres, des cabinets ministériels, des journalistes, des choses comme ça. Donc petit à petit, on apprend à lisser son discours et ça devient des dispositions qu'on incorpore petit à petit, et donc on finit par perdre en fait complètement la fibre militante, d'autant plus qu'on vous demande explicitement de la perdre. On vous dit, toi tu es un chargé de campagne, c'est-à-dire que tu es un expert de ton sujet, tu fais du plaidoyer, tu n'es pas un militant. Militant c'est ça. Donc c'est des structures qui dépolitisent en fait en permanence par des dynamiques d'embourgeoisement où on va venir sociabiliser, développer des sociabilités avec la classe dominante et donc à devenir dépendant de la classe dominante pour son propre statut social, l'exercice de sa profession. Voilà. Et donc les causes deviennent en fait des faire-valoir de carrière. Et donc on n'a pas tellement intérêt à ce qu'elles débouchent sur quoi que ce soit, puisque de toute façon on vit de la cause. Donc tant que le problème existe, on n'est pas spécialement concerné par sa résolution. C'est comme la dinde qui serait pour Noël, en quelque sorte. Donc ça, c'est un problème. La figure qui incarne vraiment ça dans le champ écolo, ou d'autres d'ailleurs, c'est pour moi le patron de gauche. Il y a un super bouquin d'ailleurs qui est disponible à la librairie derrière là-bas, qui s'appelle Le syndrome du patron de gauche d'Arthur Bromoro. Le patron de gauche, c'est le patron d'une grande structure de l'ESS, d'une grande ONG, d'un grand syndicat. Et en fait, le patron de gauche, il dispose des mêmes privilèges qu'un patron classique du secteur privé, des mêmes relations de pouvoir, des mêmes prérogatives en termes de domination, sauf que lui, c'est d'autant plus compliqué à objectiver et donc à réfréner qu'il peut se dissimuler en quelque sorte derrière la cause. Et dire on a une grande famille, on fait tout ça pour la cause, si tu critiques, tu desserres la cause, donc il y a un chantage à la cause qui est permanent, et donc une négation de la lutte des classes qui passe de fait, dès qu'il y a une professionnalisation et des structures verticales, il y a une lutte des classes en fait. Ouais. Et donc ça m'apparaît extrêmement pernicieux et ça finit par dévitaliser complètement des collectifs. Après, pour revenir sur le champ militant en tant que tel, moi je suis à la croisée de plusieurs cercles militants, écolos ou politiques, ou voilà. De ce que j'observe ou de ce qu'on me rapporte, c'est un peu l'objet du bouquin aussi d'Elsa Beck-Marceau qui s'appelle Faire justice, qui est un très bon bouquin à la Fabrique. C'est une tendance... des dynamiques assez répressives et punitives au sein de certains cercles militants qui ont des effets autophages en fait sur les luttes. Donc Elsa Beck-Marceau, elle explique ça par le fait que comme on est dépossédé du pouvoir et on est frustré en quelque sorte du pouvoir parce qu'on n'arrive pas pour l'instant à gagner réellement au sein du circuit institutionnel, on est tenté par reproduire des logiques de gouvernementalité dans nos propres espaces mais sans les institutions qui vont avec et qui permettent de réguler tout ça. Et moi, ça se produit quand, par exemple, on va mobiliser des grands principes, de grandes idées ou de grands mots pour régler en fait des différends qui sont strictement des différends interpersonnels. Et donc, on va recoder politiquement ce qui relève en fait du règlement de compte interindividuel. Et ça me paraît extrêmement délétère. Et vice-versa, quand on a un désaccord politique, on peut être en désaccord dans les circuits militants soit sur un objectif ponctuel, soit sur une stratégie, soit sur une tactique, soit sur un arbitrage, soit sur un concept. Quand il y a un désaccord politique qui se produit, conjoncturel, et que ça dérive en guerre des tranchées, en casus belli individuel, en détestation et qu'on ne peut plus se parler, pareil, ça me semble extrêmement délétère. Il y a une autre tendance qui, à mon avis, produit des effets discutables, c'est très le cas dans le champ de l'écologie installé, une espèce de dogme de la bienveillance. Alors moi, je suis pour qu'on se respecte dans le champ militant, je suis pour qu'on s'écoute, pour qu'on prenne soin des uns des autres. Sauf que quand on installe la bienveillance comme une norme un peu étouffante qui structurerait tous les collectifs militants,
En fait, on a amené petit à petit à recoder les différents. On peut avoir des différents, on n'est pas obligé de tous s'aimer, de tous s'apprécier, même si on partage un amour de la Révolution, mais on n'est pas obligé tous d'être copains ou machin. Et dès qu'il y a une inimitié qui se crée, ça va être, ou simplement une contestation qui se produit, ça va être recodé comme un problème de comportement. Ça, par exemple, moi j'ai une anecdote assez marrante, c'est que j'ai croisé Cécile Duflot dans les coulisses, donc les DG d'Oxfam avec qui j'avais pu travailler un petit peu quand j'étais à Greenpeace. Dans les coulisses de l'émission C'est ce soir, on avait un débat, voilà, écologie réformiste ou radical. Bon, je la croise dans les coulisses. Et elle me dit ça va Clément Sénéchal? Je lui dis bah oui, ça va et vous Cécile Duflot? Et elle me dit bah non, j'ai failli pas venir. Je dis ah bon, et pourquoi? Et elle me dit bah ton livre là. Je dis bah quoi, t'es pas d'accord? Je m'en doute, mais on va pouvoir en discuter sur le plateau, ça va être intéressant. Et elle me dit bah non, ça se fait pas, il n'y a rien à discuter, c'est un problème de comportement. Donc en fait, il y a une allergie, une allergie à la critique, et en fait, on arrive à plus du tout discuter, on s'appauvrit intellectuellement quand on est dominé par le dogme de la bienveillance, à mon avis. Et on coupe les têtes qui dépassent, et en fait, on distribue une prime à la passivité, en réalité. C'est-à-dire que le moins on en fait, le moins on risque d'être pris dans des logiques conflictuelles, et le mieux on se porte. Donc ça, c'est un problème. Après, il y a une dernière, je te passe la parole après, Sabrina. Il y a une figure qu'on fustige, nous, à Frustration Magazine, parce que moi, je travaille un petit peu avec l'équipe de Frustration Magazine, qui est le gaucho chiant. Il y a aussi des écolos chiants, et le gaucho chiant, c'est celui qui a tout vu, tout lu, qui est un peu blasé, mais aussi qui exerce des fonctions de garde-chion de la pureté militante, en fait, de la police morale, et qui consiste à donner des leçons surplombantes sur les manières de vivre. Et est-ce que ta manière de vivre, elle est 100% alignée avec les idéaux qu'on défend, etc. Et ça me paraît particulièrement étouffant et répulsif pour nos espaces militants. Pourquoi? Parce qu'on fait tous des erreurs, on est tous pris dans des paradoxes, on a tous des contradictions, on est tous agis par des structures sociales qui sont les mêmes en fait qu'on essaye de combattre. Mais elles sont là, et on n'est pas complètement autonome vis-à-vis des structures sociales. Donc c'est une position qui, en plus, la pureté militante est paradoxale et fausse en tant que telle. Oui, carrément. Voilà, quelques éléments. Non, mais c'est trop bien. J'ai l'impression en plus que ce que tu racontes, ça tient bien sûr à la gauche, comment elle fonctionne, ça tient aussi parfois à l'embourgeoisement. L'anecdote que tu racontes avec Cécile Duflot, je pense que quelle que soit l'époque à laquelle on est, une Cécile Duflot te dirait ça, mais j'ai l'impression qu'on ouvre aussi un peu une séquence interne dans la gauche du droit à la conflictualité, de s'engueuler, mais de s'engueuler de certaines manières peut-être, mais voilà, du droit à faire des erreurs, à être des gens qui ont eu des parcours de vie tel ou tel, qui font qu'on est, oui, tous des êtres construits, etc. Et j'ai l'impression que ça, c'est aussi un nouveau truc, mais qu'on a du boulot à faire, mais que c'est une séquence qui s'ouvre aussi dans le militantisme. On revient de quelque chose. Carrément, exactement. Tu parles du droit à l'erreur. Moi, j'observe aussi qu'il y a un retour de ce truc-là. Parce qu'au bout d'un moment, on va se retrouver à un dans chaque organisation, quoi. C'est même plus 2 ou 3, quoi. Carrément. Donc c'est une nécessité. Ça vient. Et je trouve que tu as raison d'observer que ce cycle est terminé et Inch'Allah, un autre cycle s'ouvre. Sur nos ennemis. Oui, et parce que aussi, juste pour réélargir un peu la question pour toi, parce que je trouve que du coup vous avez fait un gros taf là, ces dernières années avec Parole d'honneur autour de ça, donc ça nous a un peu structuré mentalement par rapport à la lutte décoloniale et antiraciste. Mais parce que quand même... C'est un honneur d'avoir structuré. Après, moi je regarde les vidéos YouTube, peut-être c'est pas le cas de tout le monde, mais non, mais ce que je veux dire... Il y en a qui connaissent Parole d'honneur déjà? Oui, quand même. Ah, voilà. C'est pourquoi ils sont là. Non, mais parce que c'est vrai que la lutte antiraciste, globalement, jusqu'à très récemment, chez les Blancs, on se disait beaucoup, faut pas être raciste, c'est pas très bien, quoi. Et donc, Vous avez évolué. Voilà. Il y a eu un cadrage, il y a eu un cadrage qui a été fait, et je serais curieux aussi de t'entendre un peu aussi là-dessus. Oui, c'est ça. T'as raison de parler de cadrage. Bien sûr, comme disait Clément, notre ennemi principal, c'est la bourgeoisie, qui est raciste par intérêt. Ça, voilà, je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. Mais parmi nos ennemis, il y a aussi, comme dans la vie de tous les jours, nos faux amis. Et nous, nos faux amis principaux, c'est ce que nous, on va appeler l'antiracisme moral, l'antiracisme libéral, c'est-à-dire un antiracisme qui, à la différence de l'antiracisme politique que nous portons, c'est un antiracisme qui ne veut pas nommer les rapports de domination, qui ne veut pas identifier les rapports de domination et qui met tout ça sous le tapis. Alors, il faut dire
que l'antiracisme politique a beaucoup avancé. Beaucoup avancé. J'ai été extrêmement surprise. Il y a 2 jours, j'ai mis BFM. Oui. On juge pas. Parce que je voulais voir, j'explique pourquoi, parce que je voulais voir ce qu'il dirait sur le 10 septembre. Ouais. Et là, il parlait pas du tout du 10 septembre, il parlait des violences policières. Et puis là, tu as le journaliste qui demande, alors qu'il y avait un flic en plus, qui dit « Est-ce qu'il n'y aurait pas du racisme systémique dans la police ?» Alors là, je suis étonnée. Je me sens bizarre. Voilà. Le plateau aussi s'est senti bizarre. Le mec, il a dit ça. Comment ? Il est encore à l'antenne aujourd'hui ? Il est encore à l'antenne. Il a un peu rétro-pédalé parce que lui-même, c'est ça qui est intéressant, c'est que lui-même, il s'est surpris à dire ce mot-là. C'est-à-dire que jamais de sa vie, il a envie de diffuser l'antiracisme politique, mais il y a eu un tel travail qui a été fait que maintenant, le mot racisme structurel, c'est devenu presque banal en fait. Voilà. Et ça, c'est l'antiracisme politique qui a fait ce travail-là et il faut le reconnaître. Maintenant, je vais parler de quelque chose. Je sais que c'est pas sexy, c'est pas fun. La question de l'islamophobie. Là, il y a un problème. Nous avons un problème dans notre camp avec la question de l'islamophobie. Parce que quand les musulmans subissent la répression, quand les imams subissent la répression, la persécution, les perquisitions, on dirait Kerry James, quand ils sont expulsés avec des OQTF, etc., eh bien la gauche n'est pas là. Ouais. La gauche n'est pas là du tout. Peut-être même que vous qui êtes ici, vous n'êtes pas là. C'est pas un reproche, mais c'est pour dire que nous avons à construire quelque chose là-dessus. Pourquoi ? Pas seulement parce que les Arabes ils sont gentils, les musulmans ils sont gentils, mais aussi parce que l'islamophobie, c'est le racisme le plus organisé. C'est-à-dire que c'est le racisme que l'État prend comme chouchou pour asseoir le pacte racial. Et en fait, si on ne démonte pas ce pacte racial, si nous, à gauche, du côté de la gauche, dans le camp très large que nous sommes, on n'arrive pas, d'ici des mois, des années, avec ces échéances de pouvoir qui arrivent, à construire un contre-discours, une contre-hégémonie à cette islamophobie, ben en fait, on va perdre. On va perdre parce qu'à chaque fois, il y aura des 10 septembre, il y aura des 12 novembre, il y aura des 11 avril, mais à chaque fois, la question de l'islamophobie, du racisme, va être plus fort dans les urnes. Donc nous, on doit travailler là-dessus. Et nous, on le dit souvent que la gauche n'est pas à la hauteur, et alors même que, par exemple, nous soutenons la France Insoumise quand il s'agit d'aller mettre un bulletin dans l'urne, à 100%, on est aussi d'accord pour dire qu'à ce niveau-là, elle est souvent absente. Pas toujours, mais souvent quand c'est un peu touchy. Bien sûr, et puis parce que notre gauche, même si la gauche, on va dire radicale, en partant, on va dire, de la France Insoumise, elle commence à se structurer aussi au niveau de l'antiracisme, en termes d'idées, en termes concrets, on est encore loin du compte, il y a encore beaucoup de résidus de gauche blanche, je crois que c'est Wissam, qui est aussi sur Parole d'honneur, qui disait, mais est-ce que vous pouvez citer une cadre voilée dans une organe de gauche ? Enfin, des trucs comme ça où on se dit, il y a encore du chemin à faire, quoi. Merci pour vos réponses. Je me dis qu'on peut passer, justement, là on commence aussi à rentrer un peu dans vos sujets à vous, enfin on est même bien rentré dedans puisqu'on est à plus de la moitié de la discussion. Je voulais parler un peu de convergence des luttes. La fameuse. Qu'est-ce qu'on en pense de tout ça, non ? Parce que quelle porosité vous observez vous dans les champs que vous traversez, dans les champs que vous habitez peut-être, et aussi voilà, ce mot convergence des luttes, c'est intersectionnalité, c'est des trucs qui sont beaucoup revenus ces dernières années, et j'ai l'impression aussi que maintenant il y a aussi une espèce de recul de se dire attendez, mais comment on est efficace encore une fois, quoi ? Comment on met pas tout dans le même panier ? Comment il y a des trucs qui peuvent parfois être contradictoires, etc. Et en même temps, comment il y a des porosités qui doivent exister un minimum, et comment on met tout ça en place ? Je sais pas si vous avez des trucs à dire là-dessus. J'espère. Ouais, moi, je pense que les choses, oui. Les choses évoluent un petit peu. Après, ce qui est clair, c'est que les espaces climat ou écologiques sont structurés par la blanchité. Ça, c'est une évidence. Et moi-même, j'en suis l'un des agents. C'est-à-dire que c'était plus facile pour moi que pour d'autres, je pense, de militer ou d'être engagé dans ces espaces-là et dans ces structures-là. Comme c'est plus facile pour moi d'évoluer au sein de ce type de combat, parce que j'ai des dispositions appropriées, notamment par ma blanchité, et qui sont valorisées inconsciemment ou consciemment, j'en sais rien, dans ces structures-là.
Et moi, si je reprends, du coup, par exemple, à Greenpeace, quand je suis parti, je pense qu'on était 150 salariés. De mémoire, j'ai essayé de réfléchir, de retrouver de mémoire, je pense qu'il y avait 4 ou 5 personnes racisées sur 150. Et ce dont je suis certain, en tout cas, c'est que sur la décennie qui vient de s'écouler, il n'y avait aucun porte-parole racisé. C'est-à-dire que les visages publics de l'organisation, et il y en a beaucoup, en fait, il n'y avait aucune personne racisée parmi elles. Après, il y a aussi il y a un problème de composition. Il y a aussi un problème dans le discours. Moi, je me souviens pour la COP 27 qui est en Égypte, donc en territoire africain, je voulais que les thèmes principaux de mes interventions, de mon plaidoyer ou de mes prises de parole médiatiques, ça soit autour du colonialisme climatique et du racisme environnemental. Et là, j'ai eu un tir de barrage du département de la communication, qui est très puissant à Greenpeace, et qui m'a dit que tout ça, c'était trop engagé et trop politisé. Donc parler de racisme, c'était juste encore trop subversif. Donc on n'était évidemment pas sur l'islamophobie, parce que là, évidemment, je me serais fait virer dans la minute. Mais déjà, on en était là. Et après, sur la pratique aussi, c'est-à-dire qu'on a essayé de pousser avec des camarades en interne des campagnes anti-racistes et anti-fascistes, de se dire tel qu'on peut s'interroger sur la condition écologique des quartiers, dans les quartiers populaires ou ce genre de choses. On nous a dit non, c'est pas notre public, on n'est pas attendu parce que de toute façon on ne saura pas leur parler. Aussi, je pense que c'est pas un public solvable parce que les ONG elles ont quand même besoin de gagner de la thune, donc elles s'adressent principalement à la bourgeoisie culturelle. Et donc on n'a rien fait sur ces terrains-là. Mais de toute façon, l'écologie dominante occidentale, elle est structurée en fait par le colonialisme. Si on prend les premières campagnes de Greenpeace, déjà toute première campagne où ils sont allés s'opposer à des essais militaires, soi-disant, en fait ils ont fait demi-tour en cours de route. Mais déjà ils étaient sur leur bateau, c'était 12 mâles blancs, bien insérés dans la société du spectacle, des professionnels du discours, donc il n'y avait pas une femme et il n'y avait pas une personne racisée, quoi. Et la grosse blague, c'était comme il y avait il y avait un Américain parmi tous les Canadiens, et il se plaignait, l'américain, de xénophobie parce qu'il se prenait un petit peu des vannes. Donc voilà, ça se situait là, les problématiques d'antiracisme à bord du Rainbow Warrior. Alors, troisième grande campagne internationale sur les bébés phoques, les mecs ont quand même débarqué avec des caméras, des hélicos, des trucs dans une communauté inuite pour les traiter d'assassins à la fin du monde parce qu'ils chassaient le phoque qui était à peu près leur seule ressource matérielle et économique pour survivre. Et le WWF, ça a été fondé par des affreux aristocrates eugénistes britanniques. Et c'était d'après une doctrine qui était celle du conservationnisme, où en fait on mettait sous cloche des bouts de nature en Afrique, on criminalisait les populations locales, et le WWF a servi à recycler des agents coloniaux en experts internationaux de l'environnement. Et ça, c'est très documenté, notamment par un chercheur qui s'appelle Guillaume Blanc. Bon, il s'appelle Blanc, mais il a quand même des qualités. Et par ce que fait Fierlongo, par exemple, avec Survival International, ou des choses comme ça. Donc il y a une colonialité en fait, qui est structurelle dans l'écologie occidentale, ça c'est un fait. Et après, quand on regarde les discussions qui ont lieu dans les espaces climatiques internationaux, au moment des négociations, style COP, ce genre de choses, c'est ça en fait qui bloque très concrètement encore aujourd'hui les discussions. Si on fait un peu d'histoire, le commerce triangulaire, la colonisation, la traite négrière, ce qui a permis une accumulation primitive des nations occidentales, qui leur a permis de se développer sur le plan industriel. C'est là qu'on a accumulé une empreinte carbone environnementale délirante au niveau des pays occidentaux et notamment européens. Et donc aujourd'hui, on arrive où on dit aux pays du global sud, comme on dit, les pays les moins développés, alors il vous faudra vous développer, mais de manière décarbonée, mais on ne vous donne pas l'argent pour ça. Donc les gars, évidemment, ils ne savent pas trop comment s'y prendre. Et on leur dit aussi que, alors qu'ils sont ils sont vraiment au front des premiers effets du réchauffement climatique, on ne veut pas leur donner l'argent pour ce qu'on appelle les pertes et dommages, c'est-à-dire pour compenser en fait les dégâts irréversibles qui sont provoqués par le réchauffement climatique et historiquement est de la responsabilité des nations les plus riches. Et donc c'est ça qui achoppe en fait dans les discussions en permanence. Et ça c'est une discussion coloniale en fait. Fondamentalement, c'est ça le cœur de cette discussion-là. Donc on avance, mais on n'est pas encore arrivé, même au sein du Front Radical. Moi, je milite, et je défends beaucoup les soulèvements de la Terre, et je milite avec eux en Bretagne sur les projets qu'il y a là-bas. Bon, les soulèvements de la Terre, il y a des dynamiques queer qui sont très intéressantes, il y a une mixité sociale.
mais quand je nous observe, il y a très peu de personnes racisées, même si le problème est pris en compte, mais il y a très peu de personnes racisées dans ces espaces-là en réalité. Après, il y a quand même des évolutions, c'est-à-dire qu'il y a une centralité de la question antiraciste, antifasciste dans ce que font les soulèvements de la terre. Anti-impérialiste aussi, j'ai l'impression que c'est là aussi où anti-impérialiste. Moi, la dernière lutte que j'ai faite, je termine là-dessus, Sabrina, c'était contre l'Empire Bolloré, justement, pour des questions racistes avec les soulèvements. Donc on avance, mais on est encore très loin, je pense, d'avoir réglé le sujet ou d'avoir réussi à combiner une intersectionnalité réelle dans les faits. Est-ce qu'on en veut même? Je sais pas. Non. Sur cette question de convergence entre les écolos et les antiracistes, moi je déteste déjà le mot convergence des luttes. Je le déteste. Vraiment, je le déteste. Mais je comprends qu'on se pose la question. Comment être un écolo antiraciste? Comment être un antiraciste écolo? Je le comprends parce que ce sont deux luttes qui sont non seulement importantes mais urgentes. Donc c'est normal qu'on se pose la question. Maintenant, Marius, si tu me demandes, par exemple, moi, si je suis écolo, alors je vais te dire non. Non seulement je vais te dire non, mais je me sentirai gênée de te dire oui. Je me sentirai pas à l'aise de me définir comme écolo à l'aune de ce qu'est l'écologie la plus hégémonique actuellement, tu vois. Alors même qu'en tant que militante décoloniale, je sais que la question écologique, c'est une question décoloniale. Ouais. Je sais que la question de la destruction du vivant, c'est une question qui trouve des réponses dans la théorie décoloniale. Tu vois, je le sais, et pour autant, je serais gênée. Je voulais vous donner une petite citation d'un militant... c'est un ami à nous, c'est un militant décolonial belge, des Bruxelles Panthères. Et je trouve qu'il a une belle formule. Il dit « Le climat, c'est une archive des violences coloniales. » C'est une archive des violences coloniales. Et il pose la question, il dit « Est-ce que ce dérèglement climatique, ce ne serait pas la vengeance des ancêtres ?» Je trouve ça joli, c'est joli, parce qu'en fait, quand il dit ça, il veut nous montrer que le climat, c'est pas le hasard, c'est la conséquence d'une surexploitation qui a une histoire coloniale. Voilà. Et ça c'est et dans le concret, alors tu parlais des soulèvements de la terre. Dans le concret, nous, militants décoloniaux, on converge pas avec les soulèvements de la terre, mais par contre, ce sont nos alliés. Ouais. Hein, on se prend pas la main et on va ensemble vers l'Assemblée nationale, mais on construit des forces ensemble. On construit des forces ensemble. Pourquoi? Parce que, comme tu le disais, ils sont anti-impérialistes, ils posent la question de la Palestine, ils posent la question du racisme, et surtout, et ça, c'est vraiment pas évident, ils ne sont pas que anticapitalistes. Ah, ils vont pas te dire bah oui, on peut pas être écolo si on n'est pas anticapitaliste. Eux, ils vont te dire la question de l'anti-impérialisme, elle est dans la question écologique. Et ça change tout. Ouais. Ça change tout. Ouais, donc cette porosité, elle existe, elle est là. Et je pensais tout à l'heure à Greta. À Greta. Vous vous rappelez Greta avant, pour les plus anciens? Moi, je suis une ancienne. Greta avant, elle avait pas de kéfier. Ouais. Ah, on la voyait, elle était comme ça avec son petit t-shirt. Ouais. Maintenant, elle ne sort pas sans son kéfier. Et ben moi, je trouve que c'est un très beau symbole qu'elle envoie, parce que le message qu'elle envoie, c'est la lutte écologique, elle est habitée par la lutte anti-impérialiste et par la lutte anti-sioniste. Donc moi, je dis franchement, Greta, bravo. Ouais. Je vais te la rendre. Ouais. Eh ben, je regarde l'heure vite fait. Ouais, ça va, il nous reste encore un petit peu de temps. Tu tiens bien ton timing, hein? J'essaye. On va l'embaucher à parole d'honneur. Bah après, c'est vous aussi, vous avez fait les réponses à des questions que j'avais pas encore posées. C'est super, du coup, on est nickel. J'apprends. J'essaie de pas recouper mes autres questions, du coup. Je me disais... Bah après, on a déjà abordé ça aussi avec l'amour révolutionnaire et tout, mais ma dernière partie, c'était comment militer efficacement en 2025. J'ai l'impression que c'est un peu le sous-texte de toutes mes questions depuis tout à l'heure, mais qu'on l'a abordé par différents angles, c'est très bien. On avait noté comment faire en sorte de ne pas se faire bouffer par le seum qu'ils nous servent. J'ai l'impression presque aussi qu'on a répondu à ça en introduction, en parlant de la naissance du... Ah ouais, on a déjà parlé du seum, hein. Ouais. Putain, désolé, j'ai remis le mot à la fin, j'aurais jamais dû. Peut-être repartir sur précisément les champs de lutte, c'est-à-dire
qu'est-ce que vous activez chacun dans vos champs de lutte pour faire bouger les choses? Quels sont vos moyens très très concrets parce que je sais pas comment dire, il y a toute cette question aussi derrière pour moi de ce qu'on appelle à tort ou à raison la bataille culturelle, cette histoire de se rendre sexy, et j'ai l'impression que ça traverse aussi ce qu'on dit depuis tout à l'heure, parce que la gauche elle est devenue détestable pour certaines raisons. Je croyais que t'allais dire parce qu'on est sexy en fait. Bah, mais ça c'est dans le sous-texte déjà, enfin je veux dire, j'ai pas besoin de le préciser. Mais non, mais c'est toute cette question là aussi de se rendre désirable. Parce que je dis ça aussi à vous à qui je m'adresse, parce que j'ai l'impression que vous êtes beaucoup aussi sur le terrain des idées, que ce soit à Parole d'honneur ou à Frustration et tout. Est-ce que on a besoin encore, est-ce que on a besoin aujourd'hui de se rendre plus désirable, et comment vous travaillez ça de votre côté? Comment vous essayez de sortir des carcans d'étiquettes militantes, etc., qu'on a collées sur le front depuis des années et des années, et qui nous empêchent de faire corps avec la société qui a été à l'origine de ce 10 septembre, par exemple, quoi. Voilà. C'est large. Difficile. Je pense qu'on essaie de se réapproprier les termes avec Sabrina, et leur donner une nouvelle vigueur, de ne pas avoir peur de notre ombre, et que c'est ça qui rend, à mon avis, ce qu'on peut faire attractif autant que possible sur l'action d'être sexy ou pas sexy. Moi, je considère que c'est pas tellement les postures ou la forme, mais c'est l'intelligence en fait qui rend les luttes sexy. Moi, j'essaie de faire en sorte qu'on s'adresse à l'intelligence des gens, qu'on fasse circuler de l'intelligence dans la manière de lire le monde et d'y intervenir. On fait un travail intellectuel, mais moi, comme disait Marc, je pense qu'on a assez interprété le monde, et l'important c'est de le transformer. Donc c'est de reposer la question des buts politiques, des réalisations concrètes et de l'organisation matérielle. Moi, ce que j'essaie de faire à mon niveau, c'est de critiquer du coup les formes de l'écologie dominante installées, d'essayer de faire en sorte que la critique redevienne dominante sur le culturel au sein de l'écologie. Et et de participer à la bataille culturelle par ce biais-là, à essayer de sortir du paradigme de la sensibilisation qui est omniprésent dans l'écologie et qui, à mon avis, est un vecteur de dépolitisation constante, surtout que l'écologie est devenue quelque chose d'extrêmement morcelé, morcelable. Et donc non sensibiliser comme ça vaguement les gens, ça ne suffit pas. La question, c'est de politiser et donc se donner des buts révolutionnaires. Voilà, et après les luttes... Parfois, il n'y a pas nécessairement besoin d'inventer des nouvelles formules complètement neuves ou ce genre de choses. Parfois, il y a juste besoin de persévérer, en fait, parce que les circonstances n'ont pas été bonnes, ou de mieux exécuter le plan de bataille, ou d'être un peu plus déterminé, quoi. Parfois, il suffit juste, comme dit le vieux, de faire mieux. Donc, voilà, c'est ça qu'il faut garder en tête. Évidemment. Ah là là, allez vous chercher, là. Là-dessus, justement, comme tu finis en disant il y a besoin de persévérer, et toi, Marius, tu parlais de se renouveler, quoi, d'essayer de se renouveler, de renouveler les formes de lutte. Moi, je te dirais, en tant que militante antiraciste, décoloniale, avant de chercher à nous renouveler, déjà, on essaie de porter un héritage, tu vois. C'est l'héritage de la continuité du combat des anciens, de la lutte de l'immigration. Tu vois, parce qu'en fait, déjà, c'est de l'énergie de valoriser ce qu'ils ont fait, que ça ne tombe pas dans l'oubli, de le faire connaître. Là, je pense par exemple, dans quelques semaines, il y aura les commémorations du 17 octobre 1961, jour où la police française a tué des centaines d'Algériens en les jetant dans la Seine et en les étouffant. Eh bien, nous, c'est notre devoir, non pas à ce moment-là de se renouveler, mais d'essayer de se rendre, comme tu dis, assez sexy pour que les gens aient envie de connaître cette histoire. Voilà. Sinon, par rapport à la bataille culturelle, nous, on se pose la question de l'hégémonie, de la lutte pour l'hégémonie. On se la pose, et d'ailleurs cet été, on a fait 3 jours d'université d'été qui était intitulé « Penser le pouvoir et l'hégémonie » avec Gramsci et Fanon. C'était super, vous auriez dû venir.
on se pose cette question parce que on a conscience que nous ne sommes pas en position de force. On a besoin de faire émerger des idées, on a besoin de faire émerger des intellectuels organiques, comme dit Gramsci, c'est-à-dire des intellectuels qui vont être capables de parler au plus grand nombre, on va dire, et de faire en sorte que les idées, comme le racisme structurel dont je parlais tout à l'heure, ça devient une idée normale, ça devient une idée banale, donc tu peux parler le midi avec tes collègues et c'est pas un problème. Voilà, donc il y a ça. Et en fait... tu parlais d'intelligence, je suis d'accord avec toi Clément, et en même temps, il faut regarder qu'en face, ils ont une forme de démagogie aussi. Quand je dis en face, c'est nos ennemis. Ouais. Je voyais que par exemple, il y a quelques jours, alors Israël par exemple, ils ont demandé à des influenceurs, donc de TikTok, d'Insta, etc., d'accompagner des soldats israéliens pour faire la propagande de ce qu'ils font à Gaza. Ils mettent des moyens en face. En fait, ils mettent des moyens, ils mettent pas que de l'intelligence, ils mettent des moyens pour que les idées se diffusent. Donc nous aussi, on doit faire pareil, on doit investir, comme l'extrême droite le fait, comme elle investit sur des influenceurs qui n'ont pas les éléments de langage des politiques, qui sont plus proches des gens, qui sont séduisants. On doit investir là-dessus, parce qu'en fait, faut bien se dire que c'est eux qui ont tout. En face, c'est eux qui ont tout, c'est eux qui ont la force. Alors nous, on doit développer de la créativité, on doit développer de la persévérance pour aussi être sur ce terrain, comme tu dis, de la bataille culturelle. Ouais, carrément. Et puis c'est tout un truc aussi de se saisir des outils du capitalisme, entre autres, avec cynisme, en fait. Et il y a toujours, je trouve, cette crainte à gauche de se faire aspirer. Mais enfin, je sais pas, j'ai l'impression que c'est aussi un truc qui est remis en question de plus en plus dans les cercles militants, d'avoir le droit, en fait, justement, à ça. Tu voulais ajouter quelque chose ou pas, Clément? Non, du tout. Ok, et ben, franchement, ouais, je tiens grave mes timings, je me surprends moi-même. On arrive à la fin de la conversation. J'avais une dernière question un peu gimmick, mais est-ce qu'il y avait des sujets déjà avant que vous auriez aimé aborder et que vous n'avez pas pu aborder, des choses que vous aviez envie de dire ou pas du tout? Et sinon, je continue à parler pour pas vous laisser dans un blanc de réflexion. Juste pour rebondir là-dessus, la bataille culturelle, c'est effectivement aussi une bataille matérielle. Et du coup, j'en profite aussi pour remercier toutes les personnes là, qui ont organisé cet événement, ce qu'on appelle les petites mains. Parce que je pense, donc moi je suis là parce que j'ai écrit un bouquin, je pense, ce genre de choses, mais je pense pas que ce soit les gens qui écrivent des livres qui changent le monde, mais d'abord les gens qui organisent la lutte. Et donc ça, c'est souvent des petites mains, mais en fait, s'il n'y a pas de petites mains, il n'y a juste pas de lutte. Et donc je crois qu'il faut vraiment aussi garder ça à l'esprit, quoi. Valoriser l'organisation matérielle en permanence. Eh ben merci pour ça. Des magos, ça. Mais moi je suis un peu content aussi parce que j'ai jamais organisé de soirée et je peux vous dire que j'ai chié du sang pendant 3 mois. Enfin, c'était dur. Non, ma dernière question pour parler un peu d'autre chose que du seum, c'était quel est votre seumard ou votre seumarde préféré dans le paysage politique actuel? Est-ce que vous avez une petite reco de gens à suivre que vous aimez bien? Bon, après, peut-être qu'on a invité les deux plus performants ce soir, hein, je sais pas, mais si vous avez des collègues de seum... Moi, je peux te répondre, parce que je vais te répondre honnêtement, mais c'est pas original, quoi. C'est-à-dire? C'est pas, si tu me dis quelle est la seumarde ou le seumard, c'est pas original. T'as le droit à 2 réponses, alors. Bon, ok, j'ai le droit à 2 réponses. Ta réponse intime et personnelle et la réponse originale. La première, mais bon, vous allez tous être d'accord avec moi, c'est Rima Hassan. Voilà. Évidemment. Je vais dire pourquoi. On sait tous ses positions, on est entre nous, on sait ce qu'elle pense. Mais c'est une semarde qui a une position institutionnelle, elle a une fonction, elle est députée. C'est pas toi ou moi. Nous, on dit ce qu'on veut. Tu vois ? Elle arrive, en ayant cette position de députée européenne, à avoir un seum. Franchement, des fois, je l'écoute et je la vois et je me dis, quelle femme ! Quelle femme ! Vous voyez ? Donc ça, je dirais, semarde en chef. Peut-être pas en chef, Clément. En chef ? Il n'y a pas un seumard au-dessus. Tu me passes la parole là, c'est ça? Donc on est d'accord. On n'a pas eu ta deuxième réponse un peu plus intime et personnelle, mais t'as le droit de dire. On est d'accord que seumard c'est un compliment. Ah oui, bah dans notre bouche, ouais, je crois. On n'est pas aux états généraux du seum, à moins qu'on soit tous tentés. On n'est pas un dîner de cons en train de. Non. Après, t'as le droit, remarque, de choisir quelqu'un que tu méprises. Hein. Ouais. Non, bah, du coup. Non mais Rima Hassan, je suis entièrement d'accord.
moi j'ai quand même un petit respect de Semar pour le vieux Mélenchon aussi, en vérité. Un des trucs qui me fout vraiment le seum, c'est le petit crachat convenu contre l'AFI ou contre Mélenchon, là, chez tous les militants, notamment les écolos bobos et tout ça. Là, et qui est en train de devenir une force. Les gens éola gauche là, du 11e et tout ça qui me débectent. Donc le crachat anti-Mélenchon, ça me fout le seum. Mélenchon, quand même, respect, le gars, il a. En fait, pourquoi il est dangereux pour le système actuel, c'est qu'il a complètement rompu avec les cercles installés de la mondanité. C'est-à-dire qu'il en a rien à cirer. Et c'est pour ça qu'il n'est pas corruptible. Et c'est pour ça qu'il tient la barre. Et il prend des sauts de merde vraiment toute la journée pour nous toutes et pour nous tous, et il lâche pas l'affaire, et il évolue sur des positions qui sont extrêmement exposées, et notamment sur le génocide à Gaza, et il lâche pas l'affaire, et il en a rien à cirer, et pour ça j'ai quand même beaucoup de respect pour lui, et je considère, voilà, c'est un peu le king, ça reste le king du SUM. Après j'étais extrêmement d'accord avec Rima Hassan, pareil Greta Thunberg, c'est très intéressant le move qu'elle a fait, elle a d'ailleurs été excommuniée là, de tous ces petits privilèges symboliques de l'écologie installée par rapport aux positions qu'elle a prises sur la Palestine, donc respect à elle. Et si je peux citer Francesca Albanese aussi, je trouve qu'elle fait un travail de dingue au niveau international. Ouais. Elle est rapporteur à l'ONU pour les territoires palestiniens occupés, et elle fait un travail incroyable, je trouve. Et un petit mot aussi pour Alma Dufour, je ne sais pas si vous la connaissez, qui vient des Amis de la Terre, qui était un peu ma buddy quand elle était aux Amis de la Terre. Et elle a fait un move courageux aussi, elle se fait élire sur des terres quand même bien gangrénées par l'extrême droite. Et elle tient des positions institutionnelles en tant que députée très fortes, donc aussi beaucoup de respect pour elle. Ouais. Eh ben trop bien. Eh ben Sabrina, t'as une idée où on s'arrête là? Eh ben, peut-être toi, Marius. Moi, peut-être toi, t'es un bon sauvard, peut-être. Non, franchement, je suis trop mignon, moi. Moi, j'aime beaucoup parce que vous avez fait des émissions avec lui, j'en ai parlé tout à l'heure, mais Norman Ajari, je trouve qu'il somme très bien. Et même, il a la haine, mais une bonne haine. Et des fois, la haine, ça rebute, et là, c'est vraiment pas le cas. Donc voilà, bah, merci beaucoup à tous les deux d'avoir été là ce soir. Merci à vous. Merci Marius. Merci Marius, c'est tout plaisir et c'est tout. Ouais. Et puis voilà. Abonnez-vous à Parole d'Honneur, achetez Pourquoi l'écologie perd toujours, et vous aurez tout compris à la politique. Voilà, je pense qu'on peut passer à la musique là-dessus.